Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui je vais vous proposer un exercice sur le nucléaire. Bien, dans une vidéo précédente j'ai traité tous les sujets sur le nucléaire de l'option PC depuis 2008 jusqu'à 2019. Donc la vidéo elle est disponible sur la chaîne. Aujourd'hui je vais traiter un exercice de l'option Sciences Maths 2014, mais c'est un exercice qui peut être très bien fait, que ce soit par un élève de SVT ou bien un élève de l'option PC. Donc je vous conseille donc de suivre cet exercice, même si vous êtes de l'option SVT et a fortiori de l'option PC. Donc je vais vous donner l'énoncé, on va le résoudre et à la fin je vais vous offrir à l'occasion de l'Eid al-Fitr un bonus sous forme d'un QCM de certain nombre de questions, et à la fin de la vidéo je vais vous parler de la manière dont on va le résoudre. Donc voilà l'énoncé de l'exercice sur le nucléaire. Donc on va parler de la physique nucléaire dans le domaine médical. Donc c'est souvent des types de questions qu'on vous pose aussi dans l'option SVT. Donc l'injection intraveineuse d'une solution contenant le phosphore 32 radioactif permet dans certains cas le traitement de la multiplication anormale des globules rouges au niveau des cellules de la moelle osseuse. Voilà les données. On donne la masse du phosphore, bien sûr d'un noyau de phosphore, la masse de la particule bêta- de Y. On va voir de quoi il s'agit et on vous donne une unité de masse atomique, c'est égal à 931,5 MeV par C carré. La demi-vie du phosphore, c'est T1,5, c'est 14,3 jours. Faites attention, c'est en jours. Et un jour, c'est 86 400 secondes. Première partie, l'activité radioactive du nucléide phosphore 32. On vous dit que le nucléide phosphore 32 est radioactif bêta-. Cette désintégration donne naissance à un nucléide Y à Z. Première question, écrire l'équation de la désintégration, donc classique. Calculer en mégaélectronvolts la valeur absolue de l'énergie libérée lors de la désintégration du nucléide. Là aussi, c'est tout à fait très classique. Ensuite, deuxième partie, on vous dit à l'instant t égale à 0, on prépare une solution du phosphore 32 dont l'activité radioactive est à 0. Première question, c'est quoi l'activité radioactive 1 becquerel? Ça signifie quoi? Une activité qui est égale à 1 becquerel. Ensuite, on vous dit à un instant t1, on injecte à un patient une quantité d'une solution de phosphore P32 dont l'activité est à 1. On vous donne l'activité à un instant t1. Et on vous dit, calculer en jours la durée delta T nécessaire pour que cette activité soit égale à 20% de l'activité A1. D'accord? À l'instant T1, l'activité est égale à 1. On attend un certain temps delta T jusqu'à ce que cette activité soit égale à 20% sa valeur initiale. On vous dit de déterminer cet instant-là qui sépare T1 de T2. Petit b, on note N1 le nombre de nucléides de phosphore restant à l'instant T1, notez bien restant à l'instant T1, et on note N2 le nombre de nucléides restant à l'instant T2, dont l'activité est A2. Question, trouvez l'expression du nombre de nucléides désintégrés, désintégrés pendant la durée delta T en fonction de A1 et T1,5. Donc ce nombre doit être exprimé uniquement en fonction de A1 et T1,5. Et enfin, on déduire en joules la valeur absolue de l'énergie libérée pendant la durée delta T. Voilà, donc tous les sujets que j'ai déjà traités dans la vidéo précédente, peut-être c'est la dernière question où on n'a pas vu un peu ce type de questions-là. D'accord? Donc c'est l'occasion d'en parler. Allons-y donc. Première question, l'activité radioactif du phosphore. On vous dit il se transforme en radionucléide AY en émettant un bêta-. Donc il faut bien sûr savoir que bêta- c'est l'électron de Z égale à -1
et de numéro atomique A égale à 0. D'accord? A égale à 0. Donc vous faites bien sûr l'équation de conservation du nombre de masse. 32 égale à 0 plus 4. Donc A égale à 32. Ensuite, vous avez 15 est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus Z. Donc 15 est égal à Z moins 1. Donc Z est égal à 15 plus 1. Ça veut dire Z est égal à 16 et A égale à 32. Bien. Deuxième question. On vous dit l'énergie libérée par cette réaction et calculer cette énergie. Bon, vous connaissez tous que l'énergie libérée par une réaction nucléaire, c'est le défaut de masse fois A carré. Donc, je répète, c'est le défaut de masse fois A carré. Maintenant, il faut faire attention. Si on vous donne le défaut de masse en unité de masse atomique, bien sûr, on va utiliser l'expression delta de M fois C carré. Donc, delta de M en unité de masse atomique. Ensuite, on va remplacer U par 930 et quelques sur C carré, multiplié par C carré. Les C carrés vont se simplifier. Mais, si on vous donne delta M en kilogrammes, il faut utiliser l'expression de la vitesse C en mètres par seconde. D'accord? Et l'unité, ça sera le joule. Alors que si on utilise delta M en unité de masse atomique, et si on remplace U par 931,5 mégaélectronvolts divisé par C carré et multiplié par ce C carré, ils vont se simplifier. Et bien sûr, l'unité, c'est en mégaélectronvolts. Bien sûr, c'est une énergie qui est libérée, donc c'est une énergie négative. Et comme on parle d'énergie, on prend la valeur absolue. Donc l'énergie libérée en valeur absolue, c'est à peu près égal à 1,2 mégaélectronvolts, plus exactement 1,16. D'accord? Donc là, pour l'énergie libérée, la seule chose, il faut faire attention, c'est ça dépend, on vous donne les masses. Si c'est en unité de masse atomique, c'est très simple, on calcule delta de M et on multiplie par 931,5 et le résultat, c'est en mégaélectronvolts. Mais faites attention, si les masses sont en kilogrammes, la vitesse de la lumière, c'est 3,10, il faut remplacer par sa valeur en mètres par seconde, 3,10 puissance 8 mètres par seconde. L'unité, ce sera le joule. Hein? L'unité, ce sera le joule. Bien. Deuxième question. On va injecter du phosphore au patient. D'accord? Première question d'abord, c'est quoi un becquerel? Une activité d'un becquerel, ça signifie quoi? Eh bien, un becquerel, tout simplement, vous avez vu ça dans le cours, c'est une désintégration par seconde. Donc, un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc, si on dit l'activité égale à 13 becquerels, ça veut dire on a cet échantillon subi 17 désintégrations par seconde. Deuxième question, on veut calculer le temps nécessaire pour que l'activité soit égale à 20% sa valeur initiale. On vous donne l'activité à un instant T1. On va attendre un instant delta T jusqu'à ce que cette activité soit égale à 20% sa valeur initiale. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que 20% sa valeur initiale. Ça veut dire tout simplement A2 va être égal à 20% à 1. Et 20%, c'est 20 sur 100. Ça veut dire 0,2. Donc, tout simplement, on va d'abord donner la définition de l'activité. Donc, l'activité, c'est la vitesse de désintégration, tout simplement. C'est la vitesse de désintégration. C'est d de n sur d de t. Comme c'est une vitesse, on met en valeur absolue, parce que si vous calculez juste d de n sur d de t, ça va donner normalement moins lambda, n0 exponentielle moins lambda t, et n0 exponentielle moins lambda t, c'est n de t. Donc, l'activité, par définition, c'est lambda, enfin le nombre de nucléides qui se trouvent à l'instant t. D'accord? Donc c'est l'activité. Donc autrement dit, à t égale à 0, l'activité, ça sera lambda fois n0. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps nécessaire pour que l'activité soit égale à 20% sa valeur initiale. C'est-à-dire, d'abord on va écrire l'activité à l'instant t1. Donc ça, c'est l'activité d'une façon générale, c'est A fois N. Si je remplace N par N0 exponentiellement lambda T, donc ce terme, tout simplement, il faut bien noter ça, c'est ce qu'on appelle A0. Donc l'activité à T égale à 0, c'est lambda fois N0. Donc si je connais A0,
je peux déterminer N0 et inversement. D'accord? Donc, on va appliquer tout simplement. À l'instant T1, l'activité, ça sera A0. Donc, ça, c'est valable quel que soit T. L'activité à un instant T, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Or, on nous donne ici deux instants, T1, T2, et on nous demande de déterminer delta T, c'est-à-dire T1 moins T2. Donc, je vais écrire l'activité à l'instant T1, c'est A1 égale A0 exponentielle moins lambda T. Je vais écrire l'expression à l'instant T2, c'est A2 égale A0 exponentielle moins lambda T. Or, dans les données, on n'a pas A2. Mais on n'a pas A0, pardon. L'activité à T égale à 0 n'est pas connue. Tout ce qu'on connaît, c'est A1 et A2 en fonction de A1. A2 est égal à combien? Est égal à 20% A1. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est le rapport pour éliminer A0. On va faire ce terme sur celui-là est égal à ce terme sur celui-là. Donc, le rapport, ça vous donne A2 sur A0. On va simplifier par les A0. Et ça va donner exponentielle moins lambda T2 sur exponentielle moins lambda T1. Exponentielle 1 sur exponentielle moins lambda, c'est exponentielle plus lambda. Donc, moins avec moins, c'est plus. Donc, ça vous donne exponentielle moins lambda delta de T. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est delta de T. Bien sûr, lambda est donné, puisqu'on connaît T1 demi. D'accord? Donc, je vais appliquer le logarithme aux deux termes. Donc A2 sur A1, c'est 0,2, parce que A2, c'est 20% A1. En simplifiant par A1, il nous reste A2 sur A1, c'est 20%. 20%, c'est 0,2, est égal à exponentielle moins lambda T2 moins T1. Pour éliminer l'exponentielle, bien sûr, on va appliquer le logarithme aux deux termes. Donc logarithme de 0,2 est égal à moins lambda fois delta T. Donc je note T2 moins T1, c'est delta T. Et donc, je vais remplacer lambda par sa valeur. Donc, pour se rappeler de cette équation, il faut savoir toujours, quelqu'un peut-être confusion, est-ce que c'est lambda sur log de 2, log de 2 sur lambda? Donc, c'est très simple. T1 demi, c'est toujours log de 2. Le 1 est toujours au dénominateur, soit lambda, soit T1 demi. Pourquoi? Parce que lambda T n'a pas d'unité. Ça, c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Donc, ça veut dire lambda à la dimension d'un temps moins 1. Donc, si vous avez ici T1 demi au numérateur, il faut que lambda soit au dénominateur. Et inversement, si c'est lambda qui est au numérateur, il faut que T1 demi soit au dénominateur. Donc, vous avez toujours lambda égale à log de 2 sur T1 demi ou log de, T1 demi égale à log de 2 sur lambda. D'accord? Donc, je remplace donc lambda par log de 2 sur T1 demi, donc log de 2, 1 sur T1 demi, ça veut dire qu'il faut multiplier par T1 demi. On nous dit d'exprimer lambda delta T en jours, d'accord? Donc, ça c'est log de 2, T1 demi il est donné en jours, donc on fait juste l'application numérique, et vous avez delta de T égale à 33,2 jours. Donc, après injection du phosphore à l'instant T1, il faut attendre 33 jours pour que l'activité soit égale à 20% de sa valeur initiale. D'accord? On continue. On nous dit maintenant de calculer le nombre de nucléides désintégrés. D'accord? Parce que si on écrit par exemple n est égal à n0 exponentielle moins lambda t, ça c'est le nombre de nucléides qui restent à l'instant t. Ce qu'on cherche, c'est le nombre de nucléides qui se sont désintégrés. D'accord? Bon, on va écrire bien sûr les données. On connaît A1, c'est lambda N1. A2, qui est égal à 20% de A1, c'est lambda N2. Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est N2, N1 moins N2. D'accord? C'est le nombre à l'instant N1, T1, j'ai un nombre de nucléides. Bon, je vais vous faire le schéma pour mieux comprendre. Voilà. À l'instant T1, vous avez l'échantillon présente une activité A1 et le nombre de nucléides, c'est N1. Bon, j'ai schématisé par un rectangle au bleu. À un instant T2, l'activité va diminuer de 20%. Voilà. Bon, j'ai exagéré ici, c'est 20%. C'est A2, ce qui reste ici, c'est 20% de cette quantité-là. Donc ça, c'est la partie, c'est le nombre de nucléides, en jaune, c'est le nombre de nucléides qui s'est désintégré. N2, c'est le nombre de nucléides qui reste à l'instant T2. Donc, le nombre de nucléides qui s'est transformé, c'est quoi?
c'est le nombre initial N1 moins le nombre final à l'instant T2. C'est-à-dire tout simplement N1 moins N2. C'est clair? Donc à l'instant T1, vous avez N1 noyaux qui sont radioactifs. Donc ils se désintègrent en fonction du temps. Et à l'instant T2, il reste une activité 20% de A1. Donc il reste un nombre de nucléides N2. Combien de noyaux se sont désintégrés? C'est le nombre que j'avais à l'instant T1 moins le nombre qui reste à l'instant T2. Donc je dois faire apparaître N2 moins N1. N1 moins N2, pardon, parce que c'est N1 qui est supérieur à N2. Donc je dois faire A1 moins A2. Or A1 moins A2 c'est 0,8 A1. Pourquoi? Parce que A1 est égal à 0, A2 égale à 0,2 A1. Donc 1 moins 0,2, ça fait bien 0,8. Est égal à lambda N1 moins N2. Donc N1 moins N2, c'est 0,8 fois A1 divisé par lambda. Et lambda, c'est log de 2 sur T1,5. Donc on ramène T1,5 au numérateur. Donc on vous demande juste l'expression de nombre de nucléides qui restent, c'est-à-dire N1 moins N2 en fonction de A1 et T1,5. Notez bien la question ici, le nombre de nucléides qui restent. Donc je dois faire la différence entre le nombre de nucléides initial moins le nombre de nucléides final. Et ça, le nombre de nucléides qui se sont désintégrés, pardon. On nous demande le nombre de nucléides désintégrés, qui se sont désintégrés. D'accord? À l'instant T1, j'ai un nombre de nucléides N1. Si après un certain temps delta T, il reste N2. Donc ce qui est désintégré, c'est tout simplement N1 moins N2. Enfin, on arrive à une question intéressante, il faut bien suivre. Quelle est l'énergie libérée en joules? Avant de répondre à cette question, l'énergie qu'on a calculée dans la question 1, ce 1,16 mégaélectronvolts, c'est quoi? Donc c'est l'énergie libérée par cette réaction. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie l'énergie libérée par un seul noyau du phosphore. Un seul noyau du phosphore donne une libération d'énergie qui est égale à 1,16. Donc si je veux calculer l'énergie libérée pendant delta T, je dois savoir le nombre de noyaux de nucléides qui se sont désintégrés pendant cet instant delta T. Donc on revient à la question de 2. Donc on nous demande l'énergie libérée en joules. Donc ce qu'on avait calculé dans la première question, c'est le nombre, c'est l'énergie libérée par un noyau, la désintégration d'un noyau. Donc je dois déterminer le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. Et comme je connais l'énergie libérée par un seul noyau, donc l'énergie libérée, totale libérée, ça sera tout simplement le nombre de noyaux désintégrés multiplié par l'énergie libérée par un seul noyau, c'est-à-dire l'énergie qu'on a calculée dans la première question. Donc qu'est-ce qui manque comme inconnu? Ça on l'a déjà déterminé, donc on doit calculer la valeur numérique de ce nombre de noyaux désintégrés, qui est tout simplement la valeur qu'on a calculée dans la question précédente. Pendant delta T, c'est-à-dire pendant que l'activité passe de A1 à 20% de A1, voilà le nombre de noyaux désintégrés, on l'a calculé dans la question précédente, c'est N1 moins N2 égale à 0,8 A1 sur log de 2 fois T1,5. Là, il faut faire attention aux unités. T1,5, c'est en jours. A1, c'est une activité, c'est le nombre de désintégration par seconde. Donc il ne faut pas mélanger les jours et les secondes. Donc il faut absolument transformer T1,5 en secondes et non pas en jours. Et c'est ça qui a donné cette valeur-là. Très bien. Donc énergie libérée donc, par un noyau, ça a été déjà calculé, c'est 1,16. Si vous multipliez par ce nombre, ça vous donne une énergie en mégaélectronvolts. Parce que l'énergie par un noyau, ça a été calculé en mégaélectronvolts. Or, on nous dit d'exprimer cette énergie en joules. D'accord? C'est quoi? Comment passer du joule au électronvolt? D'accord? Vous avez 1 mégaélectronvolt, c'est 10 puissance 6 électronvolts. Et 1 électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Bon. L'énergie, un électronvolt, c'est quoi? C'est l'énergie acquise par un électron
lorsqu'il est soumis à une différence potentielle de 1 volt. Or, l'énergie, ça vous allez le voir en électrostatique, l'énergie acquise par une charge lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel U, ce sera la charge fois le potentiel. Donc, si la charge est égale à la charge de l'électron, 1,6 10-19 coulombs, V est égal à 1 volt, ça c'est égal à 1 électron-volt. Donc, 1 électron-volt, c'est l'énergie acquise par un électron lorsqu'il est soumis à une tension de 1 volt. Et bon, ça, vous devrez l'apprendre juste par cœur pour le moment. 1 électron-volt, c'est 1,6 10-19 joules. Donc, je remplace ici 1 mégaélectron-volt par 10 puissance 6 multiplié par 1,6 fois 10-19. Et le résultat, c'est 665 joules. Donc, voilà un exercice sur le nucléaire. On a rappelé un petit peu les différentes choses qu'il faut savoir sur ce chapitre. Je rappelle aussi que tous les exercices sur le nucléaire depuis 2008 jusqu'à 2019 sont disponibles sur la chaîne avec leurs solutions. Donc, si la vidéo, bien sûr, vous a appris des choses, n'oubliez pas toujours de liker et de la partager au maximum avec vos amis. Maintenant, comme si on est à la veille de l'Eid al-Fitr, donc je vais vous proposer un petit bonus. Le bonus, on va les découvrir tout de suite. Donc, le bonus, voilà, c'est le suivant. Donc, c'est une fiche de révision sur les piles sous forme d'un QCM. Donc, c'est en même temps une préparation au baccalauréat, et en même temps, pour ceux qui pensent déjà au concours, c'est un avant-goût. D'accord? Donc, avant de passer au QCM, je vais juste mettre le point sur les i, sur là, comment schématiser une pile. Parce que j'ai fait une erreur sur la correction de baccalauréat 2019. Bon, c'est une erreur juste de copier-coller. Donc, et je vais le corriger tout de suite. Donc, je vais vous définir d'abord comment on représente une pile d'une façon générale. Donc, on schématise une demi-pile, d'abord pour une demi-pile, toujours par métal, ensuite solution ou gaz. Par exemple, vous prenez le demi-pile formé par le cuivre Cu2+, Cu. Donc cette réaction, il s'agit bien de quoi? Donc c'est une réduction. D'accord? C'est une réduction. Donc le degré d'oxydation du cuivre passe de 2 à 0. Donc la réduction, parce que c'est le réducteur qui est à droite. On l'appelle équation de réduction. Et le schéma de cette demi-pile, c'est le cuivre solide Cu2+. Le schéma du demi-pile. D'accord? Faites attention. L'autre demi-pile, il est formé par le zinc, Zn2+, plus 2 électrons. C'est une oxydation. Et le schéma du demi-pile, toujours, on met le solide, Zn solide, Zn2+. D'accord? Bien sûr, ça c'est une réduction et ça c'est une oxydation. Donc la réduction, c'est la cathode. L'oxydation, c'est l'anode. Comment on schématise maintenant le schéma conventionnel d'une pile de façon générale? C'est la suivante. Donc on met un signe moins, le couple, donc on met l'anode ici, le schéma de l'anode, mais double barre, le schéma de la cathode, mais inversé. Ça veut dire quoi? Dans cette pile-là, par exemple, qui est formée par une demi-pile de cuivre et une demi-pile de zinc, donc quelle est l'anode? L'anode, c'est l'oxydation. La cathode, c'est la réduction. Donc l'anode, c'est formé par cette demi-pile, zinc Zn2+. Donc on va mettre un signe moins. Le schéma du demi-pile de l'anode, double barre. Celle de la cathode va être inversée. On va faire Cu2+, Cu solide. Bon, il n'y a pas de ce signe moins. Je vais l'éliminer tout de suite. Vous voyez, on oublie toujours des choses quand il n'y a pas ce signe plus, d'accord? Donc Cu2+, Cu. Autrement dit, le schéma conventionnel, pardon, qu'est-ce que j'ai choisi ici? Le schéma conventionnel, dans le cas général, on va prendre le stylet, c'est moins, métal solide à queue, double barre, à queue solide, d'accord? Donc dans l'examen 2019, j'avais mis ici Cu2+, Cu, non, la bonne réponse bien sûr, c'est cadmium solide, parce que c'est l'anode.
cadmium de plus. Alors que pour la cathode, on doit inverser. On doit mettre l'ion en solution, ensuite l'ion solide. Attention à ne pas confondre avec la notion de couple OX-RED. Toujours un couple OX-RED et la noté OX-RED. Par exemple, lorsqu'il s'agit du cadmium de plus, on met l'oxydant qui est issu de plus / le réducteur. Mais dans le schéma de demi-pile, faites attention, on met le métal / solution pour l'anode. Et pour la cathode, on inverse dans le schéma conventionnel de la pile. D'accord? Donc pour une demi-pile, c'est toujours métal / solution au gaz, métal / solution au gaz. Mais pour le schéma conventionnel de la pile, on met un signe moins, le schéma conventionnel de demi-pile de l'anode, ensuite celui de la cathode qui est inversé. Donc après cette mise au point, passons au QCM. Donc voilà, il faut choisir la bonne réponse. Donc vous allez vous exercer un petit peu. Donc une pile, donc je vais vous parler un petit peu comment on va le résoudre après. Donc une pile est un système en évolution à choisir entre deux réponses, spontanées ou forcées. Pour réaliser une pile, il faut une réaction acide-base, une réaction d'oxydoréduction, une réaction quelconque peut convenir. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui détermine la polarité d'une pile? Là, il faut faire très attention, il y a des pièges. La nature des ponts ioniques, la nature des couples d'oxydoréduction choisis. Certains couples jouent systématiquement le rôle du pôle plus, d'autres le pôle moins. La nature des couples et la concentration des solutions, le pôle plus et le pôle moins de la pile sont déterminés par le sens d'évolution spontanée du système que l'on détermine à l'aide du critère d'évolution spontanée, par le sens dans lequel on branche le voltmètre pour mesurer la tension de la pile. Donc bien lire ces propositions et pour vous guider, il y a une seule réponse à cette question. À vous de la choisir. Bien, question 4. Parmi les propositions suivantes, identifiez là où les propositions correctes. D'accord? L'anode correspond, là aussi, il y a des pièges, faites attention. L'anode correspond au pôle plus, la cathode au pôle moins. L'anode correspond au pôle moins, la cathode au pôle plus. L'anode correspond à la demi-pile dans laquelle il se passe une réduction, la cathode une oxydation. L'anode correspond à la demi-pile où vous avez une réaction d'oxydation et la cathode à celle dans laquelle il y a une réduction. Voilà maintenant une question que je vous conseille tous de faire parce que si vous répondez à ces questions-là, il y en a une dizaine, c'est ce que vous avez bien compris, le schéma des piles. Donc on réalise la pile ci-contre qui est là. On détermine de façon expérimentale que le pôle plus de la pile correspond à l'électrode d'argent. Donc voilà la borne plus et la borne moins à celle du cuivre. Essayez de répondre à ces questions-là. Dans la partie métallique du circuit, c'est-à-dire à l'extérieur, les électrons se déplacent du cuivre vers l'argent ou bien de l'argent vers le cuivre. Le sens conventionnel du courant électrique, c'est de le cuivre vers l'argent ou bien de l'argent vers le cuivre. Dans les béchers, le pont ionique se déplace, les ions se déplacent du bécher contenant les ions d'argent vers celui contenant les ions de cuivre, les ions. Dans le pont ionique, les ions se déplacent du bécher contenant, j'ai ajouté, il faut mettre ici les ions, il faut indiquer leur nom. Hein. C'est les ions, on va dire par exemple NH4+. Ici les ions NH4+. Les ions NH4+, j'ai oublié de le mettre. NH4+. Les ions NH4+, hein, vous avez entendu, d'accord. Dans le pont ionique, les ions maintenant NO3-, dans un cas c'est NH4+, dans l'autre cas c'est NO3-. D'accord. Donc ici c'est NH, bon c'est difficile d'écrire avec la souris, NH4. D'accord. Ici c'est NO3. NO3. D'accord. Voilà.
Autrement dit, est-ce que le NH4+ se déplace de l'argent vers le cuivre ou du cuivre vers l'argent? Est-ce que ce NO3- se déplace de l'argent vers le cuivre ou bien de le cuivre vers l'argent à travers le pont salin? C'est clair la question? La masse de l'électrode d'argent grandit quand la pile débite ou bien il diminue. La masse du cuivre augmente ou bien il diminue. L'électrode d'argent et la cathode ou bien l'anode. L'électrode de cuivre et la cathode ou bien l'anode. Est-ce que le schéma conventionnel est celui-là ou bien celui-là? Donc très bon exercice. Je suis sûr que ceux qui ont bien suivi le cours sur le pile que j'ai déjà posté sur la chaîne vont répondre à une bonne partie de ces questions-là. On continue. On vous dit soit une pile aluminium-cuivre qui est le siège de l'équilibre suivant, 3Cu2+, plus 2 aluminium, donc 3 cuivre plus 2 Al3+. On vous dit que la quantité d'électrons échangés à un instant t de l'évolution du système pour lequel l'avancement vaut x est égal à. Est-ce que c'est x, 2x, 3x, 5x ou 6x? Bonne question aussi. Donc on vous dit aussi, question 7, la pile précédente, c'est-à-dire du cuivre aluminium, fait circuler un courant électrique de 100 mA pendant une durée d'1 heure en évoluant dans le sens direct. Quelle est la masse du cuivre solide qui s'est déposée? Là, il faut faire très attention. On vous donne bien sûr la constante de Farad, 9,65 10 puissance 4. E4, ça veut dire 10 puissance 4 coulombs. Et la masse molaire, bien sûr, du cuivre, c'est 63,5 grammes. Est-ce que c'est 2 fois 10 moins 2, ou bien 3,9 10 moins 2, ou bien 7,9 10 moins 2, ou bien 1,2 10 moins 1 gramme? Enfin, soit une pile d'équation bilan Ce2+, plus le zinc dans Zn2+, plus le cuivre, qui évolue dans le sens direct. La pile délivre un courant électrique d'intensité I pendant une durée. Il n'est pas usé. En fin d'expérience, très important cette phrase, l'avancement du système chimique vaut, ça c'est des choses vraiment à prendre par cœur, l'avancement chimique d'une X, c'est-à-dire est-ce que X final est égal à 2 fois I delta T sur le farad, ou bien I delta T sur 2F, ou bien c'est X qui est égal à I delta T sur 2F, ou bien X max. D'abord il faut savoir est-ce qu'on va parler de X, X final ou X max, et après il faut choisir bien sûr la bonne réponse. Voilà un QCM qui va vous obliger à revoir votre cours sur les piles. Maintenant pour la solution, ce que je vous propose, c'est ceux qui s'intéressent bien sûr d'installer l'application Zoom. D'accord? Zoom, vous pouvez la télécharger soit sur votre téléphone portable, soit sur votre PC. Et demain, vers 14 h, connectez-vous sur la chaîne YouTube. Vous allez trouver un lien. Cliquez sur le lien et on va être en direct avec vous et on va répondre question par question et justifier pourquoi on a choisi telle ou telle réponse. Ceux qui sont intéressés peuvent juste me confirmer sous la vidéo dans un commentaire. Ok, j'y serai. Voilà. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, bonne préparation. Mubaraka et à très bientôt.